Ah ben le maudit Fitz, hein? On est jeudi le 5 septembre. Bienvenue en prenant votre café. Vous savez que j'enregistre pas toujours le show avant les nouvelles et c'est pas un show d'actualité, mais ça me fait suer quand une nouvelle tombe alors que j'ai enregistré. C'est comme ça, mais c'est un show d'opinion. Fait que je vais donner mon opinion sur Fitz aujourd'hui. Je suis tombé, ben c'est pas tombé, il y a quelqu'un qui me l'a envoyé. Un prof d'Université Laval, vraiment intéressant, contre le syndicat, vraiment intéressant. La semaine passée, c'était Ford. Avant ça, c'était Jack Daniels. De quoi je parle? Voici le tour de Molson. Nordvolt, on va parler de ça. Tastet, qui chiale. Elle chiale tout le temps, elle. Hein? On va parler de ça. Travailleurs étrangers, quand on s'est tiré dans le pied. Coca-Cola, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui cause que le mois de septembre est un des pires mois de la bourse? Ça a commencé comme ça. Mardi puis même mercredi, ça n'a pas été une belle journée, donc on va parler de tout ça. Combien de milliards dans les ETF sur le Bitcoin? On va jaser de tout ça. Ah, comment sont les toilettes au Royal Mount? Là, vous vous demandez, ben oui, c'est sûr que ça m'intéresse, ben c'est pour ça que j'en parle. Ben, j'étais mélangé dans mes pitons parce qu'il fallait que j'aille voir quelque chose pour partir le show en beauté. Êtes-vous prêts? Bloquez vos oreilles. Tu t'en vas, et dans mon cœur, non, ce n'est rien que quelques semaines à s'attendre. Tu t'en vas, mes joies, mes rêves sont pour toi, impossible de s'y méprendre. Tu t'en vas. Moi, je t'écouterai plus là, si tu chantes. Là. Ben, un perdu, 10 de retrouver. Hein? Mais non, je veux tout vous avoir. Là. Je fais des blagues. Ben, écoutez, Fitzgibbon qui part. Et, tu sais, il faut se poser des questions. Et, tu sais, je ne veux pas me lancer en politique, mais ça fait réfléchir des gens qui viennent juste donner un coup de main à la fin de leur retraite, à la fin de leur parcours. Est-ce que se lancer en politique à la fin d'un beau parcours entrepreneurial ou en entreprise comme Fitz, comme Dubé, est l'idéal? On voit Dubé qui s'en vient faire plaisir à François Legault. Bon, on le voit ce que ça donne. On ne sent pas l'enthousiasme. Hein? On ne sent pas le couteau entre les dents, puis on les sent comme, on va le faire comme ça. Puis on peut le voir par le ton de voix. Est-ce que c'est la bonne approche? Tu sais, c'est quel âge se lancer en politique? À quel moment se lancer en politique? Pour venir faire une job de bras? Puis partir, puis s'en foutre un peu parce qu'on est indépendant de fortune? Il y a des questions à se poser par rapport au départ de Fitz, c'est le fait qu'il s'en est toujours foutu puis il a toujours été un petit peu au-dessus de tout. L'affaire, c'est que je suis très critique par rapport à lui. J'aurais probablement été comme lui. Et c'est pour ça que je ne serais pas, j'irai jamais en politique parce que je serais comme lui. Hein? Sauf que, sincèrement, là, j'ai critiqué longtemps sa vision. Sa vision des affaires n'est pas la mienne, pantoute. C'est la même vision qu'Alexandre Taillefer, subvention, subvention, subvention. Je n'irai pas en politique, mais je veux juste dire, si je l'étais, hein, si je l'étais en politique ou si j'y allais, ben, il n'y aurait pas de subvention comme ça. Quand même qu'on m'aurait donné le gros bas, le go all-in, je n'aurais pas donné une subvention à Whitewell. Le panier bleu n'aurait pas vu le jour. Théo Taxi, je ne sais pas si c'est en dessous de lui, mais c'était sa gang. Ça n'aurait pas vu le jour. Nordvolt, je n'aurais pas été arraché. Nordvolt ne voulait pas être ici. Là. Hein? Nordvolt ne voulait pas être ici. Namaska Lithium, il n'y a pas grand-chose à son actif là, qui a bien fait. Là. Hein? Donc, c'est pas été un grand ministre de l'économie, ni c'est une grande gueule. Mais tu sais, il faut se poser de sérieuses questions pour les prochains. Qui va le remplacer? Il n'y a pas grand monde de potentiel qui peut remplacer et arrêter cette folie-là. Mais sauf que c'est François Legault qui décide, donc on ne peut pas rien faire. Les subventions vont continuer. Donc, une mauvaise vision, très mauvaise vision. La vision basée sur les subventions, là, vous ne m'aurez jamais là-dessus.
ça marche pas. Ça n'a jamais marché, puis je ne sais pas pourquoi les gouvernements s'obstinent. C'est comme si on a la main dans l'engrenage, puis ils ne peuvent plus arrêter d'en donner, parce que d'autres pays, on pourrait être leader à un moment donné, puis dire, hey, regarde, c'est assez. Moi, j'en donne pas, là. Si vous voulez venir ici, là, parce qu'on a des conditions gagnantes, pas parce que vous êtes une bande de quêteux. Nordvolt est un quêteux, on va revenir sur Nordvolt, justement. Je suis tombé sur... parce que Magali Picard a dit qu'elle avait peur de Poilievre. Et Magali Picard, c'est celle qui était allée à Dubaï pendant les négociations l'année passée des professeurs. Hein? Elle est allée voir, parce que c'est pas juste les conditions salariales. Le climat intéresse les syndicats. Hein? Mais le prof s'appelle Régent Breton. Je ne sais pas s'il existe encore, ce gars-là, mais un bijou de 8 ou 12 minutes, là, où ce que je salivais. Hein? Puis il expliquait pourquoi que le syndicat dans les fonctions publiques ne sert absolument à rien. Ça protège l'ancienneté. C'est ça qui est le but principal. Et ça vient de où? Puis c'est intéressant parce que sur les chaînes de montage, la compétence n'est pas importante. Ce qu'on veut, c'est des bras sur une chaîne de montage. C'est pour ça que ça a été inventé. Des jobs répétitifs. Donc, tu es formé pendant 1 mois. Et là, tu fais ta job de façon répétitive tout le long de ta vie. Rendu à 40 ans, tu dis, OK, là, t'es plus bon, on te jette aux poubelles. Il y a un côté qu'il fallait protéger ça. C'est pas fou parce que c'est remplaçable. Des jobs hyper remplaçables parce que les syndicats, avec des entrepreneurs, des entreprises profiteuses, ont sa place? Je pense que oui. Même si je ne crois pas trop, il y a des entrepreneurs qui ont besoin de se faire serrer à vis un peu. Quel est l'objectif d'une fonction publique syndicale? De protéger du gouvernement? Tu dois être compétent. Depuis quand tu as besoin d'un syndicat pour te protéger de ta compétence? On protège l'ancienneté. Comme si c'était sur une chaîne de montage. Ils ont repliqué ce même modèle-là puis ils l'ont emmené dans des choses de bureau. Où personne n'aime ça, faire des choses répétitives. C'est un bijou de Régent Breton. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait qu'on ne le voit pas souvent. Il est peut-être décédé, je n'ai pas fait de recherche, mais c'était vraiment intéressant. Quand, là, on est dans la grève avec la FIC, quand la FIC dit c'est important pour le bien commun qu'on ait des choses, ben, il n'était pas fou, il ramène aussi, si vous pensez au bien commun, à la population, pourquoi que le droit de grève devient plus grand? Que c'est vous, à un moment donné, qui passez en avant du droit commun. Fantastique comme façon de réfléchir au rôle du syndicat. Puis pendant ce temps-là, ben, une présidente de syndicat a peur de Poilievre, sincèrement. Là. Ça, là, c'est du bonbon. Ça veut dire qu'elle a peur de ses acquis, puis elle sait qu'il va faire la job. Si tu n'as pas peur de ton boss, si un syndicat n'a pas peur de son boss alors qu'ils sont toujours en conflit. Si tu es en conflit, c'est que tu veux la chicane. Donc, les syndicats veulent la chicane, hein, diviser pour régner. Donc, si on peur, moi, Alléluia! Merci beaucoup. Là, c'est à toutes les semaines, sinon à tous les jours. Hein. La folie de la diversité en entreprise à tout prix. Hein. On embauche un peu de tout. Jack Daniels a été un des précurseurs. Lowe's, j'avais oublié que Lowe's a fait ça. Ford la semaine passée. Et là, hier, c'est Molson qui a enlevé sa politique de diversité en entreprise. Puis ils vont revenir avec la compétence. C'est une entreprise. Si t'es bon, t'es bon. Si t'es pas bon, t'es pas bon. C'est aussi simple que ça. Donc, des politiques pour dire on va garder un parce que ça prend des toilettes non genrées, c'est tout fini dans ces entreprises-là. T'es bon, t'es pas. That's it. Hein? C'était une folie. Puis je l'ai écrit en 2018. Je l'ai-tu le livre? Ben non, il faudrait bien que je l'amène ici. Je l'avais écrit en 2018, cette folie-là. J'avais même été à Tout le monde en parler dans Qu'est-ce que j'en pense. J'ai toujours été contre ce genre de choses-là. Je ne voudrais pas être embauché puis me maintenir en poste parce que il manque un ongle. Je voudrais pas. C'est la compétence en premier. C'est la compétence.
Patrick Bonnet de Greenpeace et moi, on s'est pogné cet été sur les réseaux sociaux. Quand il vient, c'est un hypocrite un peu. Il est très gentil dans la vraie vie. Hein? Et dès qu'on lui met une caméra d'en face, ben, il devient enragé parce que c'est un militant et c'est de Greenpeace. Et les autres, quand ils ont un os, ils te le mordent jusqu'à la fin. Dans le cas de Nordvolt, ils ont parlé souvent du BAP. Je suis complètement contre le BAP. Là. C'est le Bureau d'enquête publique. Là. Ça finit plus. Et Nordvolt et Fitzgibbon avaient raison de bypasser ça, quelque part. Pourquoi? Parce que c'était pour être long, pour ramener à peu près rien de nouveau, hein? Et satisfaire les groupes environnementaux. Et surtout qu'on avait un client d'accroche, hein? Le fameux client mystère, que si on ne livrait pas rapidement, il était pour se pousser. Bien là, il y a un retard de 18 mois. Pas à cause du BAP, il n'est pas là. Donc, techniquement, on a perdu notre client mystère. Il est où, ce client mystère-là? Comment ça se fait qu'on ne l'entend pas? Fait que j'ai dit à Patrick, il ne m'a pas répondu sur X. Regarde, je suis d'accord avec toi. Capable de s'entendre. Si c'était pour être retardé, pourquoi on n'a pas pris le temps de faire des choses? Y a-t-il quelqu'un vraiment qui a pensé qu'une petite entreprise, une start-up comme Nordvolt, peut ouvrir 3 mégacentres immenses d'un seul coup dans un marché qui était au ralenti et qui n'est plus en croissance, qui n'a jamais été en croissance? Il est en croissance dans notre tête, là. Le marché de la batterie et de l'auto électrique n'a jamais été en croissance autant qu'on le pensait. On voulait qu'il le soit. Mais une auto à 78 000, là, ça n'a pas de bon sens. Même Fitzgibbon, avant de démissionner lundi matin à la radio, il disait que ça n'avait pas de bon sens une voiture électrique à 78 000. Mais on met des tarifs sur les voitures pas chères de la Chine. Puis c'est drôle parce que la semaine passée, lorsque j'ai parlé de ça, que j'espère que la Chine, on va y revenir, là, va nous imposer des tarifs. Il avait fait un like sur mon statut X. J'ai fait comme, my God. Hein? C'était précurseur. Je le savais qu'il partait. Notre vol, donc peux-tu juste tirer à la plug? Ça va juste avoir coûté une coupe de 100 millions, là, au lieu que ça coûte des milliards. Là. Arrêtons tout ça, comme le projet de Bécancour, que Ford a tiré à la plug à Bécancour. Donc, voilà. Hein? Le guide Michelin est à Montréal. Pas à Montréal, au Québec, en train de trouver des nouveaux restaurants qui pourraient faire partie du guide Michelin. Le guide Michelin est inventé en 1900. Vous savez par qui? Par les deux frères Michelin qui ont lancé la compagnie de pneus. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, en France, il y a seulement 2400 voitures en 1900. Eux autres vendent des pneus. Donc, ce qu'ils ont besoin, ce sont des gens qui se promènent en voiture. S'ils se promènent en voiture, ils vont changer de pneus. Fait que c'est pas fou, hein? C'est pas fou. Ils ont dit, écoutez, on va inciter les gens à se déplacer en ayant un guide des restaurants. Donc, il va falloir qu'ils achètent un auto pour aller les voir. Fantastique comme idée, hein? Ça existe encore en 2024, 124 ans plus tard. Tu sais, il y a des idées comme ça qui disent, OK, puis il faut regarder ces idées-là au point de vue entrepreneur, de dire sortir des sentiers battus. Hein? Ça n'avait aucun rapport, le restaurant et les pneus. Mais on dit, si les gens voyagent, se déplacent, bien, on leur donne des places à se déplacer, ils vont peut-être acheter un char, puis ils vont m'acheter des pneus. Fantastique. Bon, ça appartient à Michelin. Michelin fait des revenus de 42 milliards. Pour inviter Michelin à venir au Québec, on leur a versé 2 millions de subventions. Pourquoi? Ça, c'est de l'argent gaspillé. Tu veux pas venir ici? Viens pas ici, on s'en fout, là. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire le tour? Ben oui, il y a des gens qui vont venir voir un restaurant, mais qui est déjà plein. Ça ne créera pas de nouvel emploi. Encore de la folie. Sauf qu'il y a une jalouse dans le portrait, puis ça m'énerve des entreprises comme ça. Tastet, hein, qui a beaucoup trop de visibilité par rapport à son poids, qui font un guide qu'il faut que tu payes, un guide de restaurant qu'il faut que tu payes. Un peu comme le guide Michelin, là, mais c'est une application, il faut que tu payes. Puis elle a beaucoup, beaucoup de coverage dans les journaux, beaucoup trop par rapport à sa notoriété. Et à l'utilité d'un guide, on s'entend, là? Hein? C'est très pointu, là. Mais là, Charles a dit, ouais, mais pour avoir une subvention ici, il faut que tu remplisses à peu près 400 heures de travail, ce qui est vrai. Et c'est une autre des raisons pourquoi je ne veux pas de subvention. Je n'ai pas de temps à passer à remplir de la paperasse dans l'espoir d'avoir une subvention. Et ça revient encore à ce que je dis depuis le début. S'il y a des subventions du gouvernement, ce n'est pas à nous autres à les remplir. C'est le gouvernement qui devra avoir des attachés aux entreprises qui disent, regarde, tu as accès à ça, ça va t'aider, t'as vu-tu, on va le faire avec toi. Bien juste t'asseoir avec nous autres, réponds aux questions, là, on va tout le faire avec toi. Si on est sérieux au Québec, puis on veut aider les entreprises, c'est pas dire remplis ça puis on va voir.
Ça décourage n'importe qui. Puis là, il y a des consultants qui existent pour ça, là. Eux autres vont se prendre 30 de la subvention. On m'en a présenté à un moment donné, là. Il y a même un moment donné, on m'a présenté quelqu'un, puis il me dit « Ouais, t'es dans l'érable. Écoute, des fois, je suis poli, hein. Je l'ai enduré. T'es dans l'érable, toi? Ou on va faire une étude de marché, voir si tes produits d'érable pourraient avoir une place sur les tablettes. Ouais, on va commencer par ça. Ouais, ça te prendrait une nom d'entreprise. C'est quoi déjà ton nom? Il n'a même pas fait des recherches sur moi. Maudit fatigant. Hein? Il n'a pas d'étude de marché. Il y avait une subvention pour acheter de l'équipement et on ne l'a pas pris. On ne l'a pas pris, bien entendu. Hein? Travailleurs étrangers. Les travailleurs étrangers. Le gouvernement, lorsqu'il a permis d'avoir plus de travailleurs étrangers au Québec, au Canada, a dit, bien écoute, le taux de chômage est bas. Donc, ça prend des gens, on ne fournit pas à avoir de la main-d'œuvre. Hein? Donc, en garderie, dans les hôpitaux, dans les cuisines, un peu partout. Hein? Et là, bien, il a restreint ça. Pourquoi? Parce qu'il dit que le taux de chômage a baissé. Le problème, là, quand on regarde les chiffres de l'emploi, qui a embauché le plus de gens au Canada, au Québec et dans les municipalités? Ce sont les villes, les provinces et le pays qui a créé une pénurie d'emplois. C'est ça qui est arrivé. En créant une pénurie d'emplois, on manque de bras, on est obligé d'aller à l'étranger. Maintenant qu'ils les embauchent à temps plein, là, c'est ce qu'il a fait. Là, il dit, bien écoute, le taux de chômage augmente, donc là, maintenant, on va restreindre ça. Qui veut aller travailler dans une cuisine? En faites-vous partie? Qui veut venir planter de l'ail dans un champ, des journées entières à avoir mal au dos? Qui veut le faire? Personne. Qui veut aller ramasser, mettons, on parlait pour moi, là, des pétales de tournesol? Hein? Qui veut ramasser ça? Qui veut faire des beignes à journée longue? La barbe à papa? Pas grand monde. Hein? On trouve des gens. Je n'ai pas de travailleurs étrangers. Je trouve des gens. Mais c'est le gouvernement qui est venu créer de la merde, qui a ramassé les meilleurs employés. Et maintenant, il dit aux entreprises, arrangez-vous. C'est à peu près ça. C'est pas correct. C'est pas correct. Encore là, ça prend du temps. On pourrait dire, regarde, dans 2-3 ans, là, on va vous laisser, mais pensez que dans 2-3 ans, où tu ne peux pas embaucher de nouveaux, pas des envoyés, ceux qui sont là, tu peux juste dire, regarde, ceux que tu as sont un droit acquis. Tu ne peux pas en embaucher d'autres. Donc, il va falloir que tu penses à aller trouver du staff québécois, canadien, qui habite ici avant. Pas de couper ça d'un jour au lendemain. C'est ça, nos politiciens. On chiale qu'il y a des voleurs de jobs, mais personne ne va aller les faire, ces jobs-là. Dans tous les jobs que j'ai nommés, là, il n'y aura pas grand monde qui accepterait de faire 35 heures par semaine à faire de la barbe à papa. On peut faire de la variété parce qu'on a beaucoup de choses, là, mais il reste que quand on a lancé l'entreprise, j'avais des employés qui ne faisaient que ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On avait des contrats avec Maxi, donc on en vendait en tabarnouche de la barbe à papa. On en vend encore, mais moins que quand tu as un contrat avec Maxi, bien évidemment. On n'avait pas de contrat, hein, c'était la pandémie, c'était la facilité. Donc, voilà. Je vous emmène en 1980. Non, un peu, je ne suis pas en 1980. Je suis un menteur, 1950. Vous savez, aujourd'hui, les pubs, ça se passe beaucoup sur Internet. On fait des statuts, hein, mais il n'y avait pas ça dans ce temps-là. Et ce qui me frappait en 1950, c'est les pubs. Hein. Poulet rôti avec après au restaurant Tremor. Tu sais, c'était très local. Hein. Donc, au coin de l'Angle Peel, il y a le restaurant Tremor. Visitez notre comptoir à salade. Un dessert qui aide la digestion. Du yogourt d'Élile, pas n'importe quel. Du yogourt d'Élile, oui, ça aide la digestion. On ne savait pas que les gens étaient intolérants au lactose dans ce temps-là. Hein? Nous louons des radios, 75 cents par semaine, coudon. Hein? Une sableuse à plancher, 3 piastres par jour. Les marines à la moutarde. Donc, il y avait vraiment des pubs, et c'est pour ça que les journaux avaient du succès. Hein? C'était bien évident, c'est pas les réseaux sociaux qui sont venus voler, c'est nous autres qui s'est adapté aussi. Donc, on va lire les journaux maintenant pour lire les journaux, et il y a de la pub, mais il y en avait tellement avant que le modèle d'affaires était déjà brisé dans les années 50. Hein? Ce modèle-là ne pouvait pas durer à vie. C'est ce que les journaux ont pensé. Ils ne savaient pas ce qui s'en venait, là, mais c'est bien évident qu'ils se sont
dès le début, se sont rabattus sur les pubs. Quand on regarde les journaux des années 50 et moins, là, les pubs, le samedi, c'est complètement fou. Ce n'est que ça. C'est un journal publicitaire rempli de quelques nouvelles. Maintenant, bien évident qu'en 1950, ils ne savaient pas que la dactylo était pour arriver, là. Le marché ne va pas bien. Hein? Le marché de septembre ne va pas bien. Ce que je ne comprends pas, et je ne me plaindrai pas, c'est que j'ai un titre qui s'appelle Coca-Cola, vous le savez, j'en parle régulièrement, qui valait 58 il n'y a pas longtemps, qui s'est souvent tenu en bas de 50. Donc, on parle au mois d'avril à 58 piastres. À la fin de l'été, rendu à 73 piastres. Je ne me plains pas. Hein? Pour une fois que c'est à mon tour, mais je suis surpris à chaque jour. Je me dis, ben, ça va retomber, ça va retomber. Le marché dégringole. Regardez, tout est rouge. Et Coca-Cola qui se maintient, que j'essaie de trouver une nouvelle spectaculaire qui justifie. Il n'y a absolument rien. Il y a certainement quelqu'un qui est en train de loader du Coca-Cola. Si c'est Warren Buffett, je serais content. Parce que lui, quand il annonce quelque chose, ça a de l'allure. Hein? Mais dans un marché où ce qui est rouge, des fois, lorsqu'on est diversifié, ben on a des titres qui performent, puis il y en a d'autres qui ne performent pas. Hier, ce qui a mangé une volée, c'est NVIDIA, puis il continue encore. Hein? NVIDIA retombe, il valait 130, il valait même 136 à un moment donné, ce qui n'avait pas de bon sens, il retombe, est-ce qu'il va tomber en bas de 100? Probablement. Probablement. Puis, on est en mode stabilisation. On va voir d'ici le mois de juin qu'est-ce que ça va avoir de l'air, mais c'est normal. L'euphorie, elle se calme. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On ne veut pas un crash de 30 40 parce que la bulle vient d'exploser. On veut juste un atterrissage en douceur. Bon, l'atterrissage est un petit peu plus raide, là, juste lundi, mardi, je suis tout mêlé avec le congé. Juste mardi, NVIDIA a perdu 276 milliards à la bourse sur papier. Valorisation, quand même. Hein? Donc, voilà. Hein? Donc, les bourses au mois de septembre, j'en ai parlé, mais dans le sérieux Wall Street Journal, maintenant, ils en parlent encore, puis ils disent « Pourquoi septembre est si mauvais? Hein? » Bien, ça serait les bourses, là, c'est émotif. Point final. C'est ça. Hein? On espère. C'est tout le temps, on espère, non, on est déçu. On espère, on est déçu. C'est rarement basé sur purement mathématiques. Il y a des gens qui font, lorsqu'on fait des placements mathématiques, on l'analyse fondamentale. On regarde le fond de l'entreprise, qui le gère. Hein? L'équipe de gestion que j'ai à la Banque Royale, c'est ce qu'ils font, eux autres. Il y a des gens qui font ça, puis sont sur le long terme avec les titres. Donc, les fluctuations à court terme, ça ne leur fait pas plaisir. Comme tout le monde, ils voudraient avoir des montées continues. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, la bourse est purement émotive. Et pourquoi septembre? Bien, septembre vient aussi avec le Season SOD, Season of Time Disorder, le changement d'heure, le changement d'été, hein, l'épuisement, on rentre, ça nous tente dessus. Ben, regardez, je pense que Fitzgibbon, c'est à peu près ça qu'il y a eu. Hein. Il disait, moi, je ne recommence pas à travailler, aller écouter des niaiseries en commission parlementaire. Je pense, je le crois, je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais ça doit pas être le fun, là, pour un gars qui veut être actif, là. Donc, c'est un peu ce qui se passe au mois de septembre, puis après ça, au mois d'octobre, bon, on s'habitue. Hein? On ne peut pas passer tout le temps en dépression. On s'habitue, puis la bourse reva bien, mais ça expliquerait pourquoi que ça ne va pas tellement bien au mois de septembre, et c'est prouvé. On va avoir des belles journées au mois de septembre. On ne s'en va pas en débandade à tous les jours comme ça, là. Hein? Mais ça fait du bien malgré tout. Il ne faut juste pas aller voir nos états financiers. Hein? Dans le fond, là, ce qu'on devrait faire, c'est d'aller les voir qu'une seule fois par année. On ne fait pas ça, je ne fais pas ça, là. Mais tu vas juste voir comment j'ai eu de rendement l'année passée. Tu dis, ah, OK, bon, on continue. Hein? Mais ça ne marche pas du tout comme ça. Il y a eu, ça fait 1 an à peu près que le Bitcoin est transigé à la bourse via des fonds indiciels. Moi, j'ai choisi iBit, j'en mets à chaque mois dans mon CELI. Ce n'a pas été tellement payant, mais ça représente aussi le rendement de la bourse du Bitcoin qui est assez stable, à peu près à 60 000. Donc, mais il y a 55 milliards maintenant dans les fonds. Puis pourquoi choisir
de le mettre dans un fonds comme iBit qui va prendre des frais, au lieu que tu achètes ton Bitcoin directement sur une plateforme de crypto où tu n'auras pas de frais. Mais ça veut dire de faire confiance à une plateforme de crypto, tout simplement. Alors, tu peux l'amener sur ta clé, oui, ça t'appartient, mais ça veut dire qu'il faut que tu trouves un autre compte ailleurs. Si tu es déjà en train de transiger, ça reste facile. Ça reste facile de le mettre dans le CELI, ce que tu peux pouvoir faire avec de la crypto directement. Donc, il y a des avantages aussi si tu crois à la crypto pour long terme ou si tu veux prendre un risque financier. Un risque avec la crypto, bien, c'est une belle façon de le faire. C'est 55 milliards qui a été mis là-dedans depuis un an. C'est quand même énorme. Hein? Et pourtant, ça n'a pas fait exploser, malgré la demande, ça n'a pas fait exploser le prix de Bitcoin parce qu'il varie selon les humeurs des gens qui espèrent qu'un jour, il va servir à beaucoup de choses. Hein? Bon, c'est fait, hein? La Chine qui demande une enquête sur le canola. Donc, il m'a imposé des tarifs sur le canola canadien suite aux tarifs des autos électriques. La Chine se doit de faire attention avec les États-Unis parce que c'est un gros marché. La Chine n'a pas à faire attention avec le Canada. On est un petit marché. Donc, si on joue au boss, ils vont jouer au boss. Et c'est 5 milliards par année qu'on envoie de canola à la Chine. On est un des plus gros producteurs mondiaux. Donc, c'est 5 milliards qu'on envoie à la Chine. Là, il va y avoir des tarifs. De combien? On ne le sait pas. Ils ont demandé d'ouvrir une enquête qui peut prendre énormément de temps, mais il va y avoir des tarifs. Donc, c'était écrit dans le ciel que l'Est du pays, où sont construites les autos, peu importe électriques ou non, voulait être protégé. On voulait protéger Northvolt au détriment de l'Ouest. C'est ça que le gouvernement Trudeau a fait. Après ça, on va se demander pourquoi il y a une montée dans l'Ouest de Pierre Poilievre. Bien, c'est exactement ce qu'on a fait. C'était évident, là. Y a-t-il quelqu'un qui pensait que c'était pas pour arriver? Quel bout qu'on a gagné? Hein? On n'a rien gagné. Les autos électriques sont trop chères. On en a besoin si on veut faire notre transition climatique. On vient de faire mal à l'industrie du canola au Canada. Et il va sûrement avoir maintenant le port au Québec. T'sais. Donc, dans le fond, les exportations vers la Chine, le port Québec-Ontario, le canola dans l'Ouest, c'est à peu près comme ça que ça se divise. Donc, on n'a pas fini. Il n'y en a rien à foutre de nous autres. C'est nous autres qui en avons besoin. Bien, on a joué au boss, ils vont jouer au boss. C'était d'une évidence même. Ça va prendre 2-3 ans avant que ça se calme pour le canola. Il va falloir trouver des nouveaux débouchés. C'est peut-être une bonne chose qui nous arrive. Arrêter de dépendre. Tu sais, le problème, c'est qu'à un moment donné, l'entrepreneuriat, les entreprises deviennent paresseuses. Il y a un gros marché, puis on y va, puis on y va, puis on y va, puis à un moment donné, on devient dépendant de ce marché-là, et c'est un danger énorme. Donc, ça va forcer l'industrie maintenant à trouver d'autres débouchés. Si on trouve d'autres débouchés, on va sortir gagnant de ça. Si on n'en trouve pas à court terme, il va falloir aider maintenant les cultivateurs qui ne sont pas capables de vendre leurs grains à profit, quand même. Hein? On les aide peut-être déjà, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est fantastique. Les petites entreprises, pourquoi il faut créer des petites entreprises? Hein? En Amérique du Nord, c'est 98 des entreprises qui existent, ce sont des petites entreprises. Un dépanneur, une start-up avec 5 employés, une petite entreprise d'une trentaine d'employés comme moi. Des petites entreprises comme ça qui voient le jour. C'est 60 du staff, parce qu'il y a les grandes entreprises. Ces entreprises-là, on les aide presque pas. Ils se débrouillent. Hein? C'est l'esprit entrepreneurial qui en sort, qui gagne. En même temps, la plupart des gens comprennent que pour grandir, ça prend du temps. Grandir tranquillement. La plupart de ces entreprises-là sont pressées de grandir, mais avec un bémol de dire « il faut que je fasse attention ». Et c'est là que le gouvernement, s'il voudrait tellement aider, qui viendrait dire « regarde, toi, tu as un potentiel, voici le contact que j'ai, on va travailler ensemble pour t'aider à te développer, ça te tente-tu? » Ça te tente-tu? Au lieu de dire Northvolt et les autres, tu ne veux pas venir au Québec? Voici le bâton d'argent. Je parlais avec mon cousin l'autre jour par rapport à ça, puis je disais, tu sais, c'est comme si, mettons, moi et mon cousin, on flirte la même fille. Mettons. Hein? Elle aime mieux mon cousin. Elle le trouve plus beau. On se ressemble. Elle le trouve plus beau, plus intéressant. Mais je suis plus fointé que lui. Donc, je vais aller l'acheter, la fille. Hein?
En y faisant, l'acheter, on s'entend, là, en y faisant, regarde, hey, viendrais-tu avec moi? On va aller à Saint-Tropez en fin de semaine. C'est comme ça se passe, t'achètes, là. Ah oui, ça va être le fun. Donc, elle laisse tomber Bertrand. C'est comme ça qu'on fait avec les entreprises qu'on attire ici à coup de subvention. Ils ne veulent pas venir ici. On les achète. Ils aiment mieux être ailleurs. Bien, c'est ça qu'on fait. Alors qu'on pourrait aider 60% de la main-d'œuvre au Canada en faisant attention avec les règles, en améliorant le contexte fiscal, en leur donnant un break pour qu'ils puissent investir du capital au lieu de payer des impôts qui finissent plus, de leur associer, attitrer un agent qui va dire, regarde, voici à Los Angeles. Ça existe, by the way, hein, mais ça n'existe pas comme ça. Appelle tel gars, puis essaye de faire comprendre c'est quoi ton affaire, puis lui va te mettre en contact avec quelqu'un qui va te charger 4 000 $ par mois. C'est comme ça. Il faut tout renverser. Si on va avoir une industrie prospère de petites PME qui vont devenir des grandes PME, il faut aller les aider alors qu'ils ne demandent pas de l'aide. C'est ceux-là qu'il faut aller aider en les aidant pour vrai. Pas leur demandant de remplir de la paperasse, voir si on va les aider. Il faut changer notre mentalité de fonctionnaire qui existe en Amérique du Nord. Je rêve peut-être. J'ai le droit de rêver. T'es un rêveur. Mais je rêve éveillé. On a le droit de rêver éveillé. Hey, royalement, tu as vu le jour, ça a l'air beau, hein? Ça a l'air beau en Caroline, hein? J'ai hâte de voir qui va aller magasiner là. Parce que ça prend des riches, là. C'est des boutiques de riches, là. Versace, Louis Vuitton, Prada, hein? L'affaire, c'est que ce qui est important, c'est pas ça. L'important, c'est quand je vais aller faire pipi, là. Je peux-tu faire pipi dans la même toilette qu'une fille? Oui, monsieur. Hein? Eux autres, ils ont des toilettes non-genrées. Parle-moi de ça. Niaise pas avec la POC. On fait tout pipi un à côté de l'autre. C'est du niaisage. Hey, tu sais, au Japon, les gens ont des jobs à vie. Hein? Et quitter un emploi au Japon, c'est assez élevé. Là, hein? Ça n'existe presque pas. Et c'est gênant parce que le boss va te faire sentir coupable. Tu veux démissionner? Tu vas être un bon rien. Tu t'en vas nulle part, tu t'en vas d'ici. Hein? On s'en fout s'il est compétent ou pas. On ne démissionne pas. Mais là, un peu comme quand on était jeune, là, on voulait casser avec une fille. Là, on disait, ben moi, c'est plus moi qui... non, je n'avais pas de blonde. J'avais pas de blonde quand j'étais jeune. Mon traumatisme vient de là. Ouais, fait qu'au Japon, il y a des casseurs de jobs qui existent. Fait qu'ils envoient quelqu'un négocier à leur place. Ils disent, écoute, François veut démissionner. Et il va démissionner. Oui, mais là, il va être un bon rien. Inquiète-toi pas pour lui. Hein? Inquiète-toi pour toi. Hein? Bye. Donc, pour 200$, tu peux envoyer quelqu'un te faire congédier. Il y a 2 chiens les plus intelligents. Les bergers australiens et les border collies qui se ressemblent un peu. Il y en a un qui est brun, l'autre qui est noir à peu près. C'est à peu près dans la même lignée. Les deux sont faits pour travailler avec les moutons. Puis un border collie peut retenir des noms jusqu'à 2 ans que tu ne redonnes pas le nom. C'est vraiment intelligent. Nous autres, on a eu beaucoup de border collies pour les moutons. Là. C'est un chien qui te regarde en voulant dire « Je comprends tout. » OK? Tu veux déjà aller te chercher, mouton? Moi, aller te chercher, je comprends tout. Fait que voilà. C'est un chien qui demande beaucoup, qui a beaucoup d'énergie quand même, là. Mais fantastique. Et moi, je peux dire ceci. Merci d'être toujours là. J'apprécie. Vous êtes plusieurs. Je ne vous ai même pas demandé de vous abonner. Ben, si vous êtes encore là, merci de le faire. Venez nous voir sur françoislambert.one. Venez voir une petite PME qui ne demande pas de subvention, qui est capable d'offrir des bons prix et qui le fait en travaillant d'arrache-pied et qui est près de ses clients. Pas juste moi, mon fils, Marilyn, mes sœurs, tout le monde.